Les grandes questions. Les événements défilent et certains éléments nous échappent. Pour ne rien rater du fil de l'actualité dans les plus fins détails, les grandes questions. L'actualité politique, économique, sociale et culturelle. Décryptage tous les samedis à 9h sur Waga FM. Les grandes questions pour une meilleure compréhension de l'actualité. Présentation Ismaël Ouedraogo. Merci d'être avec nous sur les antennes de la radio Waga FM. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour l'émission Les Grandes Questions. Un rendez-vous hebdomadaire avec une personnalité, un homme, je dirais donc, qui a quelque chose de très important à dire, tirer sur le volet. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et nous sommes avec M. Sampawende Jules Armand Tapsoba. M. Tapsoba, bonjour. Bonjour, M. Ismaël Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes très jeune, je le dis avec beaucoup d'aisance parce que apparemment vous êtes un jeune de la nouvelle génération, jeune diplômé burkinabé qui travaille au Fonds monétaire international. Il est consultant. Il est avec nous aujourd'hui donc pour échanger sur les questions économiques. Alors, M. Tapsoba, pour le public de Waga FM, Waga Bobo et un peu partout dans le Burkina Faso et dans le monde, toutes ces personnes qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on puisse savoir à qui on a affaire ce matin sur la radio? Merci Ismaël Ouedraogo. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Waga FM pour le temps d'antenne et l'opportunité qui m'est offerte pour échanger avec les compatriotes. Effectivement, je suis économiste au FMI. Alors en termes de formation, je suis docteur en économie internationale au niveau de la France. Et après le doctorat, ce qu'on a eu à faire, on a travaillé pour le Trésor français pendant une année au niveau de... Le Trésor français qui fait l'objet de toutes les critiques, de toutes les récriminations aujourd'hui, sans doute. Ah oui, tout à fait. Effectivement, les relations France-Afrique, comme vous le savez bien, sont assez tumultueuses et assez passionnées. Donc, nous avons travaillé là-bas pendant une année. Après, nous avons été prof à l'Université d'Auvergne aussi, avant de rejoindre le FMI. Donc, voilà un peu le parcours que nous pouvons décrire ici. Alors, ce qui est intéressant également de préciser, c'est que vous êtes basé à Washington, c'est bien cela? Tout à fait, basé à Washington et travaille sur les pays asiatiques et africains. Très bien. Alors, jeune burkinabé qui fait valoir le savoir-faire burkinabé au plan mondial, et je pense que c'est déjà une bonne chose. On espère que cette carrière va se bonifier au fil du temps. Pourquoi pas me mettre directeur général du Fonds monétaire international un jour. En tout cas, c'est tout un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de l'émission Les Grandes Questions. Alors, on va parler tout simplement de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Alors, vous étiez où quand on chassait Blaise Compaoré du pouvoir? Alors, malheureusement, j'étais à Washington, en train de travailler. Et nous avons suivi cela à travers des réseaux sociaux, au travers de communication avec certains amis. Alors, c'est l'expérience que nous avons eue. Malheureusement, on n'était pas sur le terrain. On n'était pas au pays, mais on a contribué en pensée et par certaines communications. Est-ce que vous vous êtes senti systématiquement intéressé par cette révolution de la jeunesse burkinabé qui disait « trop c'est trop, on ne veut pas de la modification de l'article 37 de la Constitution » Tout à fait. Faisant partie de la jeunesse burkinabé, on s'est senti interpellé également. Alors ça, c'est un événement assez historique. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Il faut qu'on se le dise. Donc ne pas l'avoir vécu sur place était quand même un peu frustrant. Mais on s'est senti faisant partie de la population parce que là, lorsqu'on voit le Burkina Faso, il y avait un problème de génération. La génération d'avant est arrivée à terme et là, il y avait une nouvelle génération qui avait de nouvelles aspirations et c'était la chance formidable qu'on avait. Et je crois qu'actuellement, on a une chance pour changer les choses. Donc, c'est mon appréciation de l'insurrection populaire. C'est un événement de jeunes conduit par la jeunesse et qui aboutit à un changement de régime, on espère. Alors, pour Sampawende, donc Jules Armand Tapsoba, l'insurrection populaire donc, est une opportunité sans doute. Oh, une opportunité. En toute chose, il faut voir plutôt le côté positif, une opportunité. Même si, il faut le dire aussi, au passage, il y a eu des victimes parce qu'on a perdu plus de 30 personnes. Ah, tout à fait. On a occulté ça dans nos propos, mais c'est très très important, c'est très critique, en ce sens qu'il y a 30 personnes à peu près qui ont perdu la vie, et ce qui est malheureux. Pour la vie d'un pays, c'est toujours un drame de perdre des vies humaines qui auraient pu contribuer au développement du pays.
En tout cas, il est l'invité de l'émission Les Grandes Questions ce matin. Avec lui, nous allons parler des questions économiques. Il s'appelle Sampawende Jules Arma Tapsoba, économiste à la Banque au Fonds monétaire international. C'est important de le préciser. Alors, je rappelle également que vous êtes membre de ce comité scientifique qui a été mis en place par des jeunes économistes burkinabés. C'est le CAP Développement. C'est bien cela, c'est le Centre d'analyse des politiques économiques. C'est bien cela? Tout à fait. Donc, des jeunes ont décidé, burkinabés, de se regrouper afin de constituer une nouvelle force de proposition en termes de politique économique, en termes de suggestions de développement à la burkinabé, de façon endogène. Quelles seraient les pistes de développement, quels devraient être les modèles qu'on devrait suivre, et basé sur leur expérience, le travail du jour au jour le jour. Donc cela regroupe, l'initiative regroupe des jeunes de l'administration, des jeunes universitaires, des jeunes de la diaspora comme moi, et nous avons jugé qu'il était temps que la jeunesse prenne le train et proposer des choses nouvelles. Et c'est une alternative qui est en train de voir le jour à ce qu'on a toujours connu dans ce pays où on se dit que ce sont les vieilles personnes ou encore ceux qui pensent qu'ils connaissent tout qui sont toujours aux affaires. Tout à fait, c'est vraiment une initiative assez originale et nouvelle, en ce sens que ce n'est pas très contrainte par une institution, par une administration. C'est un réseau d'experts, un réseau d'échanges. Je pense qu'il y a échange, il y a naissance de belles idées qu'on pourra proposer aux citoyens et aux gouvernants, et libre à eux d'en faire ce qui pour une bonne politique économique. Alors ça, on pourrait le dire pour l'émission Les Grandes Questions de ce week-end, c'était l'entrée en matière. Allons donc dans le vif du sujet. L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, vous l'avez dit, vous étiez à Washington, vous avez suivi à travers les réseaux sociaux et les amis qui vous ont donné le fil du déroulement des événements jusqu'à ce que le président Compaoré démissionne du pouvoir. Quel lien peut-on établir en tant qu'économiste entre l'insurrection populaire et notamment le développement économique du Burkina Faso? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, sur le plan économique, le pays était pratiquement sur le chemin de la faillite? Je ne dirais pas sur le chemin de la faillite, mais plutôt on était sur un bon sentier de croissance. Mais il a manqué quand même une certaine qualité de croissance. C'est ça le problème du Burkina Faso et c'était ça le problème de l'insurrection. À mon avis, un angle économique de la chose n'est pas tant l'aspect politique dont tout le monde parle. C'est plus un problème économique des jeunes. C'est plus un problème générationnel des jeunes. Donc ma lecture de la chose, c'est qu'il y a toute une génération du CNR à aujourd'hui qui ont dirigé le pays et il y avait toute une autre génération qui attendait. Et là, il y a quand même clash de génération. Donc c'est plutôt ça, plus qu'un aspect politique. Donc c'est un problème de gouvernance des jeunes. Lorsqu'on regarde la croissance burkinabé pendant les 5 ou 10 dernières années, croissance formidable pour un pays pauvre, plus de 5%, souvent même à 7%, dont on a besoin pour réduire la pauvreté. Est-ce que ce ne sont pas finalement des illusions qu'on donne aux populations? Parce que tout le temps, on entend parler de cette croissance, mais tant que cette croissance ne se ressent pas dans le panier de la ménagère, croissance pour croissance, on est appelé à se poser des questions. Tout à fait, c'est pour cela que j'ai mentionné au début de mon propos qualité de la croissance. Qui dit croissance dit inclusivité. Lorsqu'il y a un train où c'est le wagon seulement qui tire les autres, le tête de pont qui tire les autres wagons, ça c'est quand même un problème. De toute façon, on a l'impression qu'il y a quelques groupes, il y a une certaine élite qui est là, il y a peu de mobilité sociale qui tire l'économie burkinabé et il y a toute une frange de la population qui est sur le carreau. Donc il faudrait amener, c'est ça qui a été le problème. Donc là on a une chance historique. Comment redéfinir nos politiques pour amener tout ce monde-là dans la croissance? Le Burkina Faso c'est pas tant un niveau de croissance, c'est un niveau de partage, c'est un problème de partage de croissance. Comment amener plus de qualité dans la croissance? Alors, à vous entendre parler tout à l'heure, vous avez parlé d'une certaine minorité. Est-ce que ce n'est pas aussi le souci du développement? On fait des riches et des pauvres à la fois. Oui, toute politique de développement fait face à ces défis-là, malheureusement. Mais on peut combiner les deux. C'est ça la beauté de l'histoire économique. On a vu qu'il y a des pays qui ont réussi à tirer quand même l'économie tout en partageant les fruits de la croissance. Donc les meilleurs doivent créer, ceux qui ont les capacités, qui sont productifs doivent créer, mais en même temps l'État est là. L'État doit s'assurer qu'il y ait des filets sociaux. L'État doit s'assurer qu'il y ait un partage de la croissance. Donc c'est un peu comme ça que nous voyons toute une politique de développement. C'est pas seulement quelques individus qui produisent, c'est pas les mines, c'est plus la population. Ce sont les hommes avant tout. Et au Burkina Faso, qu'est-ce qu'on a de plus que les hommes? C'est la qualité des hommes qui est importante actuellement. Le Burkina Faso est riche d'hommes, à peu près 20 millions maintenant. Si on compte la diaspora, c'est un peu plus. Voilà, c'est ce qu'on doit prendre comme avantage. Nous devons être plus basés sur ça que plus sur une dynamique de matières premières. Vous avez parlé tout à l'heure d'une croissance qui est aussi entre 5 à 7%. Ce sont des chiffres officiels qui ont toujours été communiqués par les gouvernants qui finalement ont été chassés du pouvoir. Mais quand on fait le constat
cette croissance ne se ressent jamais. Comme je l'ai dit, je tiens encore à cette expression, le panier de la ménagère. Est-ce que ce n'est pas ce qui fut l'élément déclencheur de de ce mécontentement général? Parce que si on vous dit qu'il y a la croissance dans un pays et que les populations n'en bénéficient pas, bon, finalement, on se pose toujours des préoccupations. On se dit, mais il faut trouver une solution. Constat très pertinent, et c'est ce que j'ai mentionné, c'est un problème économique, l'insurrection populaire. Fondamentalement, c'est un problème économique. Partage de la richesse, la jeunesse qui est sur le carreau, qui ne participe pas aux fruits de la croissance, la vie chère, malgré les chiffres officiels des paniers que notre institut de statistique mesure, on sent, lorsqu'on discute de la population, qu'il y a un problème de coût, de vie chère. Donc c'est ça fondamentalement le problème de l'insurrection. Le politique s'est greffé dessus, mais je crois qu'il y a un problème de partage. Mais cela aussi est un défi pour tout gouvernant. On l'a vu au Moyen-Orient avec le printemps arabe. On a vu qu'effectivement, il y a eu ce problème de gouvernance économique. La même chose s'est répétée au Burkina. Donc, ça donne matière à réfléchir. Je pense que, comme je le disais, c'est une chance historique pour la nouvelle génération de bien définir les politiques, de faire participer la population pour qu'un Burkina Faso émergent radieux. Burkina Faso émergent et radieux. L'invité de l'émission Les Grandes Questions aujourd'hui est le docteur Sampawende Jules Armand Tapsoba, invité donc de l'émission Les Grandes Questions. Il est économiste au Fonds monétaire international à Washington, un jeune burkinabé qui est de passage à Ouagadougou que nous recevons sur la radio pour échanger avec lui sur les questions économiques. Alors, le gouvernement de transition est arrivé. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été faites également. On a parlé de mesures d'austérité. Alors, est-ce que pour un pays pauvre, on peut parler de mesures d'austérité, docteur Tapsoba? Oui, en fait, il ne faut pas s'attacher au terme. Mesures d'austérité, c'est peut-être gérer les finances publiques comme un père de famille. Alors, lorsque vous avez une situation comme l'insurrection populaire, un coup d'arrêt, l'attentisme qu'il y avait avant, les investisseurs n'étaient pas là, les recettes étaient faibles. Lorsque vous trouvez une situation comme ça, que faites-vous? Vous êtes un bon père de famille, on essaie d'ajuster les dépenses. Et je crois que c'est ce que la transition a essayé de faire. Alors, nous devons saluer les Burkinabés, le peuple burkinabé à ce niveau. Un pays qui a connu un choc aussi systémique, changement de régime profond, et en même temps, c'est un pays qui se relève. Donc ça, c'est important à marquer. Alors, on a vu d'autres pays qui sont passés par là, qui se sont effondrés. Mais le Burkina Faso a pu se relever et proposer une nouvelle force, un nouveau régime. Et la transition n'a fait qu'accompagner cela. Et il est remarquable qu'il n'y ait pas d'accumulation d'arriérés. Et les mesures d'austérité annoncées par le gouvernement. Alors, lorsqu'on le voit, en fait, lorsqu'on regarde les chiffres réellement, c'est pas une mesure d'austérité en tant que telle, puisque lorsqu'on regarde les dépenses de fonctionnement de l'État, il n'y a qu'une réduction d'environ 1 point de pourcentage du PIB. Oui, c'est vrai que les dépenses n'ont pas fondamentalement baissé à certains niveaux. Ah non, elles ont fondamentalement baissé lorsqu'on regarde l'enveloppe globale, puisque combiner l'investissement public et les dépenses de fonctionnement baisse de 5% du PIB. Mais je veux parler notamment du train de vie des gouvernants actuellement. Oui, eh ben, il y a toutes des mesures qui sont annoncées. Je crois que ça prend du temps à être vu. Ben oui, voilà. On est presque à la fin de la transition, on dira. Ah ben, soyons un peu indulgents avec la transition. À moins de 7-8 mois, on ne peut pas changer. Il y en a qui sont restés plus longtemps que cela, voire une trentaine d'années, et on s'est toujours plaint. Donc je crois qu'en 7-8 mois, on est assez dur avec la transition, mais ils ont essayé quand même. Il y a des mesures d'austérité qui ont été mises en place, qui doivent être approfondies par le gouvernement à venir. Et en même temps, il y a les mesures d'urgence qui ont été mises en place pour aider la population. Il y a une recomposition. Et juste pour mentionner aussi, Burkina Faso est dépendant en termes de budget un tiers des recettes de l'aide extérieure. Que voulez-vous faire quand il y a une crise politique et que l'aide extérieure est arrêtée? Donc ça aussi c'est un problème. Et l'investissement public s'en est ressenti. Donc c'est ça le... Donc vous pensez que c'était opportun d'en arriver à cette disposition pour pouvoir faire face à la situation? Très exactement. Regardez avant les prévisions du Fonds monétaire international que j'ai lu juste avant l'émission. On prévoyait peut-être 22% de recettes en termes de points de PIB. Et après la crise, on est à peu près 17. Donc on perd quand même 5 points de pourcentage. Quand vous êtes un père de famille et que vous avez un décrochage de revenus à ce point-là, que faites-vous? Vous coupez certains postes de dépenses. Et là, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, il y a eu des postes de dépenses qui ont été comme les frais de mission. Tout ce qui est inutile a été coupé. Et en même temps, l'investissement était... C'est ça que je trouve dommage, on n'aurait pas dû. L'investissement public a été arrêté, alors que l'investissement privé aussi à l'arrêt. Donc un pays qui n'investit pas n'assure pas son futur. Donc c'est vraiment ça le problème. Mais il faut saluer la transition pour avoir proposé ces mesures d'austérité. Pavé dans la main, certes, mais qui donnera des idées au gouvernement à venir.
Après les élections, sans doute. Alors, parlons toujours des mesures d'austérité. Beaucoup de mesures donc, ont été annoncées. Je vais parler notamment du covoiturage entre les membres du gouvernement. Ça a été fait quelques fois, puis on est retombé dans les pratiques anciennes. Il y a également le fait qu'il fallait voyager en classe économique et non en classe affaires parce que les billets d'avion coûtent assez cher quand on est en classe affaires et tout ça. Ce sont des mesures basiques pour un pays pauvre en temps normal. Cela ne devrait souffrir même d'aucun débat. Ah, tout à fait. Je crois que c'était de très bonnes mesures. Il faudrait réduire le train de vie de l'État. Lorsque nous vivons à Ouagadougou ou ailleurs, dans les grandes villes, on voit la pauvreté ambiante. Il n'est pas acceptable qu'on ait ce fossé-là. Donc, de telles mesures peuvent s'appliquer et je crois que c'est bienvenu. Et ça rappelle un peu la révolution où certains partaient au Conseil des ministres à vélo. Donc, quand même, je crois lorsqu'on est une élite, il faut quand même avoir une certaine responsabilité, une certaine simplicité à avoir. Et je suis d'accord tout à fait avec ça. Et parlons toujours des mesures d'austérité, il y a également un autre élément majeur, un autre des moyens qui avait été donc soulevé par le gouvernement de transition au-delà du covoiturage ou encore des voyages des membres du gouvernement en classe économique et non en classe affaires, même si à ce niveau aussi ça fait débat parce que récemment on a parlé de certains membres du gouvernement qui ont eu à prendre l'avion en classe affaires, ce qui représente un coup dur par rapport aux mesures populistes éventuellement qui avaient été prises. Je voudrais qu'on fasse une escale maintenant sur les salaires, parce que vous savez qu'il y a une opération biétage qui a été lancée. Cela a permis d'avoir des fonctionnaires qui ne soient pas forcément des gens qui étaient payés à hauteur de plus de 2 milliards, qui n'étaient même plus en activité et tout ça. Dans un pays, est-ce que vous trouvez que c'est normal où on dit tout est prioritaire et finalement on a des gens qui se sucrent sur le dos du peuple? Oui, choquant comme constat. Alors, un Burkina Faso qui a 40% de budget vers la masse salariale. Cela n'est pas normal. Lorsqu'on veut construire un Burkina Faso radieux, en termes d'investissement, on en a besoin. Donc, quand 40% paient des salaires, on se pose des questions. Donc, l'opération biétage, elle est la bienvenue. Mais au-delà de ça, cela aussi soulève des questions de fonctionnement. À mon avis, il faut informatiser tout ça. Quand c'est informatisé, et je crois qu'il y a un processus de système d'identification unique. Et ce qui est encore plus grave, et moi ça m'a fait un peu sourire, j'ai constaté qu'avant que le gouvernement Compaoré ne tombe, ils avaient fait exactement la même chose. Des noms avaient été répertoriés. Le gouvernement de transition vient reprendre la même activité. L'autre aspect, c'est qu'on se dit, peut-être que le gouvernement qui sera élu après le 11 octobre viendra encore reprendre la même chose. C'est le danger qu'il ne faut pas tomber dans ce genre de politique. Il faut de l'action. Il ne faut pas seulement de l'annonce. Il n'est pas normal qu'il y ait répétition des mêmes opérations. Et comme je le dis, c'est pas compliqué. L'administration est là. On a l'élite qu'il faut. On a l'administration centrale qu'il faut. Pourquoi ne pas informatiser et juste élaguer les personnes qui sont. Vous pensez que souvent, on peut avancer peut-être le manque de bonne foi dans ce cas de figure? Évidemment, il y a toute une. Parce que si vous avez un ministère, dans un ministère, on ne peut pas payer quelqu'un qui est décédé. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas que telle personne est en détachement, et ainsi de suite. Oui, je suis d'accord avec cela. Mais il faut aussi se dire, lorsqu'on a 30 000 employés dans un ministère ou plus, je donne des chiffres comme ça, je ne suis pas sûr de l'exactitude. Oui, mais ça peut être possible. C'est difficile de gérer. Ce que je propose comme solution, c'est que l'État puisse centraliser tout ça. Et d'ailleurs, on l'a vu dans des pays plus avancés, où il n'est pas possible de faire cela. Tout le monde a un système d'identification unique et on peut contrôler cela. Mais ce n'est pas simplement au niveau des salaires. Il y a plein d'autres avantages qui sont cachés, que certains arrivent à avoir, que d'autres n'arrivent pas à avoir. Et c'est ça le véritable fond de problème. Quand on veut un État efficient, il faut se voir. Les dépenses, il n'est pas normal qu'on fasse de la gabegie avec la situation actuelle. Comme je le disais, 40% de la masse, du budget vers la masse salariale. Comment peut-on se développer lorsqu'on consomme 40% de notre budget uniquement pour les salaires? Alors qu'il y a les secteurs sociaux, il y a l'investissement public, il y a toute une opportunité qu'on doit saisir, qui n'est pas là. Et après, on se retrouve 5 ans plus tard, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement. Mais ça commence aujourd'hui. Un pays comme la Chine ou l'Inde, ils consacrent près de 20% de leur PIB à l'investissement. Nous, on n'est qu'à 13%. Comment pouvons-nous le faire? Le Rwanda est à ce niveau de 20%. Pourquoi nous, on n'y arrive pas? Le président Paul Kagame a dit qu'il allait faire du Rwanda le Dubaï du continent africain. Apparemment, il est sur le bon chemin. Il est sur le bon chemin. Moi, quand on me demande modèle africain pour le Burkina Faso, dans l'immédiat, je vois le Rwanda, le Botswana, des pays qui ont su. Et le Rwanda est le cas le plus comparable, enclavé comme nous le sommes, n'ayant pas tant de ressources. Mais qui est sorti même des génocides, qui a fait plus de 300 à 400 000 morts. Donc ils ont réussi quand même
dépendant de l'aide extérieure également, on l'est également, ils ont réussi quand même à donner une image avec un certain ordre, avec une certaine gouvernance institutionnelle, une certaine rigueur dans la pratique et à être là où ils sont. Donc vraiment, le problème du Burkina Faso n'est pas tant les ressources ou pas, mais je crois que c'est fondamentalement une gouvernance économique, une gouvernance institutionnelle et un civisme, l'amour de la patrie. Lorsqu'on aime la patrie, il y a certaines choses qu'il faut faire, certains sacrifices. On l'a vu au début de la révolution, des choses qui se sont passées et le pays a progressé. Pourquoi maintenant on n'est pas capable, nous, l'élite existante, d'amener des solutions comme ça? C'est la question qu'il faut se poser. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'élite, il faut regarder même au niveau du citoyen lambda. Il y a des problèmes de civisme, il y a des problèmes d'autorité, de respect de l'autorité de l'État. Sans ordre, aucune politique ne marchera, la Chine nous l'a montré. Donc aucun pays du monde ne peut se développer dans l'indiscipline, voilà. Ça c'est une évidence. Alors on parlait tout à l'heure des dépenses de l'État, on va y rester pour parler à présent des budgets qui sont chaque année élaborés au Burkina Faso avec les secteurs prioritaires. Je veux qu'on fasse avec le docteur Sampaouende Jules Arma Tapsoba, invité de l'émission Les Grandes Questions, focus sur les cas de l'éducation et de la santé. Alors moi j'ai reçu sur ce même plateau Pierre Claver Damiba, qui est un doyen dans le secteur économie au pays, qui a été président de la BOAD, qui a fait beaucoup d'institutions comme vous, certainement que 28 ans ministre dans ce pays. Il a dit en son temps, lui, depuis les années 60, il avait dit, faites de l'éducation et de la santé le secteur prioritaire. Et chaque année, quand on voit le gouvernement défendre un budget à l'Assemblée nationale, on dit, nos priorités sont l'éducation et la santé, mais rien. Vous, économistes, qu'est-ce qui bloque à ce niveau selon vous? Tout à fait, merci. Et effectivement, l'illustre doyen Damiba a tout à fait raison. Depuis les indépendances, c'est les mêmes priorités. Le Burkina Faso, ça n'a pas changé. Même au niveau du Fonds monétaire international, tout le temps on dit aider les pays africains à développer les secteurs de l'économie, de l'éducation ou de la santé. Je crois que c'est unanime au niveau des économistes de développement. Au niveau des priorités. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment faire ça de une réalité. Et je crois que l'éducation et la santé, le Burkina Faso, quoi qu'on dise, n'a pas le choix. On doit se positionner comme le carrefour de l'Afrique de l'Ouest. On doit se positionner comme le réceptacle de tous les investissements. Il y a l'infrastructure. Et quand on parle d'infrastructure, ce n'est pas seulement l'infrastructure physique. Il y a aussi la santé, il y a l'éducation. On doit se positionner dans une économie de service. Et tout cela, on doit voir ça là dans la santé, dans l'éducation. Malheureusement, quand on prend le budget de l'État, il est trop sévère également. Il faut qu'il soit un peu balancé à ce niveau de dire qu'il n'y a pas de dépenses à l'heure. Lorsque vous regardez les chiffres, à peu près 30%, le tiers du budget va à ces deux secteurs-là. Mais ça bloque. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la malgouvernance ou encore c'est mal géré ces fonds qui sont alloués à ces deux départements ministériels? Je reviens à ce que je disais, il y a un problème de gouvernance économique ici. Oui. L'argent souvent est alloué, mais l'argent n'arrive pas. On voit dans le secteur de santé des mauvais comportements. Par rapport à la population, qui font que même lorsque l'État fait l'effort, ça n'arrive pas à la population in fine. Donc c'est ça le gros problème qu'on a. Mais en même temps, ce que je veux souligner, lorsque vous êtes un pays et que vous mettez 40% de votre budget dans la masse salariale, je ne suis pas contre payer les salaires, ça fait de l'emploi, mais à un moment donné, il faut qu'on se dise aussi que l'État ne peut pas tout faire. Il faut que le secteur privé prenne le relais pour l'emploi. Et si on dégage un peu de 40% et qu'on remet dans le secteur social ou l'investissement, on trouvera des résultats. Mais il y a toujours des problèmes de décision des fonds et d'arrivée de dépenses des fonds. Ça, il faut améliorer. C'est tout un environnement institutionnel et tout un comportement. Comme je disais, avant toute économie, avant tout principe théorique, c'est l'amour de l'État. Lorsqu'on a vu l'Asie se développer, c'est quoi? C'est le comportement, c'est le civisme. La discipline. La discipline. Et aussi les bonnes politiques. On ne peut pas comprendre qu'il y ait toujours des problèmes de corruption, des problèmes de civisme dans ce pays-là, alors qu'on sait qu'on a tant de besoins. Et lorsqu'on regarde, on sort de Ouagadougou, il n'y a rien. On sort de grandes villes, il n'y a rien. Il faut se poser la question. Alors, parlant toujours de l'éducation, je veux qu'on fasse encore une fois de plus allusion à l'exemple rwandais. Vous avez parlé du Rwanda tout à l'heure, docteur Sampaouende Jules Arma Tapsoba. Le Rwanda, moi j'ai suivi un documentaire sur le Rwanda où j'ai vu que dès l'école primaire, on part à l'école avec, tenez-vous bien, des ordinateurs. J'ai été surpris parce qu'au Burkina, j'en connais qui ont fait de la classe de CP1 jusqu'à l'université, aller finir les études supérieures sans avoir eu accès à un clavier. Oui, merci. Et je vous donne une anecdote personnelle. Moi, j'ai connu l'ordinateur à ma classe de 2A. Et j'ai fait l'université de Ouagadougou ici 2 ans. Et je suis allé en France plus tard. Donc, pour vous dire qu'effectivement, dans le monde du 21e siècle, même si on est pauvre, on peut trouver des moyens. Et il y a des compagnies, des firmes internationales qui sont prêtes à subventionner de telles politiques.
Le Rwanda, je ne connais pas le fond de la politique, mais je crois qu'ils ont dû avoir un accord. En tout cas, voir des élèves de l'école primaire utiliser déjà l'ordinateur portable, l'ordinateur... Oui, c'est peut-être pas la priorité pour le Burkina Faso, parce que le Rwanda n'a que 10 millions d'habitants. On en a 20, n'est-ce pas, pour les ordinateurs. Il faut voir la modernité. Vous n'allez pas nous dire non plus que c'est parce que la population augmente qu'on n'arrive pas à faire face aux défis. Non, pas cela. Ce que je veux simplement dire... Lorsque les enfants n'ont pas un livre scolaire, le gouvernement a mis en place un système où tout élève devrait avoir un livre. On parle de distribution de manuels scolaires et tout ça. Mais, la réalité, c'est que ce n'est pas tous les manuels qu'on a. Quand vous avez fait les études comme nous, à un moment donné, on a besoin d'autres manuels. Quand vous êtes dans un système scolaire où vous n'avez pas tout, ou peut-être la cantine vous n'avez pas, est-ce que l'ordinateur serait la priorité? Donc je pense que c'est par séquence. C'est un rêve. Et 21e, c'est qu'on doit prendre le train. Mais il faut aussi être un peu balancé et voir c'est quoi le besoin le plus immédiat. Et je crois qu'assurer d'abord l'assiduité à l'école déjà est déjà quelque chose avant de parler d'ordinateur. Il faut y penser. Il faut des politiques d'innovation. Parce qu'aujourd'hui, on parle également du fait que si la majeure partie de la population burkinabé avait un niveau acceptable au niveau de l'éducation, on serait peut-être très développé, notamment au niveau des élections, même la discipline, les sensibilisations. Vous avez parlé tout à l'heure du civisme, parce que y en a qui viennent, l'exode rural aidant, on se passe tout son temps à dire je viens de tel village, je m'en fous de ce qu'on a. Excusez-moi du terme, mais c'est franchement des messages qu'on entend dans la rue. Alors que quand vous voyagez beaucoup, vous voyez que dans certains pays, les gens sont tellement disciplinés qu'on se dit, mais cette population a besoin encore d'être sensibilisée, ainsi de suite. L'éducation, c'est la mère de toute politique de développement. L'histoire nous l'a montré et je pense que c'est la voie à suivre. Et on a du chemin. Le Burkina Faso a un retard d'éducation en termes de population. Donc, je pense que... On a parlé d'éducation de masse à un moment donné. Oui, mais ce n'est pas seulement tant l'éducation de masse. Il y a aussi une éducation de qualité à avoir, n'est-ce pas? Les jeunes burkinabés, lorsqu'ils sortent de nos universités, on est très prisés à l'international. Pourquoi? Parce qu'il y a la qualité. Et donc, il faudrait voir cela plus aussi. C'est vrai qu'il faut tirer plus de gens dans le système éducatif, mais il faudrait faire attention à ne pas perdre la qualité. Mais je pense que la priorité Burkina Faso, comme je le disais à mon niveau, elle n'est pas double, hein, elle est simple. Éducation, santé, capital humain d'abord, après capital physique, et on verra que tout va suivre. On a beaucoup parlé de l'éducation, parlons à présent de la santé. Quand vous faites le tour, vous avez dit, même à Yalgado, Ouedraogo, encore à Sanoussouro, de Bobo Dioulasso, des hôpitaux publics, de référence pour l'ensemble du pays qui ont été créés depuis des années. On a toujours du mal à avoir les équipements qu'il faut. Les médecins s'en plaignent. Le cadre n'est pas adéquat pour accueillir les malades. On se pose tout de même des questions. Qu'est-ce que les gouvernants font finalement dans ce pays? Oui, il y a toujours cette insuffisance de l'offre, certes. Mais je crois que, comme en toute chose, il faut toujours être un peu... Donc pour vous, il faut relativiser les choses? Non, pas relativiser, mais aussi reconnaître l'effort qui est fait. C'est un peu inopportun aussi tout le temps de voir ce qui manque, le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Alors c'est vrai que Yalgado est là, mais il y a Blaise Compaoré l'hôpital Blaise Compaoré qui a été créé, et de ce que j'entends, c'est un cadre un peu, on le dira, un peu plutôt convivial, voilà, plus ouvert et tout ça. Donc malheureusement, ce n'est pas suffisant. Lorsqu'on regarde le ratio de médecins, par exemple, au Burkina Faso, on est très faible dans la région et par rapport à la population. Et lorsqu'on regarde l'infrastructure qui existe, c'est insuffisant. Comme je dis, il y a tant à faire et pour nous, c'est vraiment ça. Et juste pour donner un crédit à la transition ici, ils ont lancé un programme d'urgence sociale. Et dans ce programme, lorsque j'ai regardé les composantes, effectivement, les constructions de santé, centre de santé. Mais c'est ce que le régime Compaoré a pas tout son temps à faire. Alors, ma lecture de ce document de programme d'urgence, ce n'est pas de nouvelles politiques. C'est juste une accélération, faire de réalité ce qui était là. Je crois que depuis 1960, il n'y a pas de nouvelles politiques au Burkina Faso. Il est difficile d'avoir de nouvelles politiques. Quand vous n'avez pas les fondamentaux déjà bien établis, pourquoi vous voulez penser à d'autres politiques? On ne saute pas du coq à l'âne, il faut aller étape par étape. Voilà. De nouvelles politiques, est-ce que c'est aussi difficile d'en trouver dans un pays comme le Burkina Faso? Certes, il n'est pas difficile d'en trouver puisqu'on a l'élite qu'il faut. Et en discutant avec certains camarades, on voit bien qu'on a vraiment les idées qu'il y a. Tout le monde est d'accord sur le diagnostic. Est-ce parce que les cadres qui nous dirigent sont dépassés? Il faut être un peu mesuré parce que la gestion de la chose publique n'est pas seulement une gestion des idées aussi. Il y a la réalité qu'il faut faire face
On a besoin de cette osmose entre l'expérience et puis... Exactement. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est un problème fondamental du Burkina Faso, c'est donc l'expression à la jeunesse. La jeunesse a des idées, mais est-elle écoutée? Je ne suis pas sûr. La diaspora a des idées, est-elle écoutée? Je ne suis pas sûr. Là, je lance une invitation à tout Burkinabé. Essayez de contribuer. La commission de réforme s'est mise en place. On a tous contribué. Et ça, par exemple, c'est un forum où on peut exprimer des idées qui peuvent arriver au gouvernement. L'action que je fais aujourd'hui, c'est juste exprimer certaines idées en tant que Burkinabé, en espérant être écouté quelque part. Donc c'est plus ça, les idées sont là, mais ce n'est pas par manque d'idées, c'est plutôt, je crois, il y a un problème d'application, et là je suis indulgent, je n'ai jamais eu la chose publique à gérer, donc je ne peux pas savoir, mais de nos expériences, de nos missions, on sait que la chose publique à gérer fait face à des contraintes de réalité. L'invité de l'émission Les Grandes Questions ce week-end sur Waga FM, le docteur Sampaouende Jules Armatapsouba, économiste burkinabé qui travaille à la au Fonds monétaire international. Décidément, qu'est-ce que j'ai avec la Banque mondiale? Au Fonds monétaire international à Washington. Alors, on a parlé tout à l'heure des budgets de l'État et des secteurs prioritaires. Parlons à présent des réformes économiques importantes. À votre avis, est-ce qu'il y a des points importants sur lesquels il va falloir accentuer les politiques à venir? Moi, je vois déjà le Burkina de l'après 11 octobre, où les nouveaux dirigeants qui vont arriver auront d'énormes défis à relever pour que, peut-être, si je vous reçois encore dans 1 an ou 2, qu'on ne soit pas là où encore sur de passage à Washington, quand on en discutera, qu'on ne soit pas là encore en train de dire, dans le secteur de la santé, vous et moi on en avait parlé, mais ça n'a pas bougé, ou encore dans le secteur de l'éducation, c'est le statu quo. Oui, merci pour cette question. Effectivement, on a besoin de réformes. Toute réforme est nécessaire, enfin une réforme est nécessaire pour remettre le Burkina Faso sur les rails. Et en termes de priorité, moi, c'est simple, il faut voir les choses en 3 séquences. Il y a des problèmes pressants aujourd'hui qu'il faut résoudre. Et les problèmes pressants, c'est quoi? C'est la gouvernance économique, c'est la gouvernance institutionnelle. Comme je le disais, pour moi, le préalable de toute chose, c'est l'ordre. Ce n'est pas un régime dictatorial, ce n'est pas un régime fort, mais c'est l'ordre simplement. Que faire? Parce que tout le monde dit la même chose, c'est l'ordre, mais que faire? Non, cela est reflété dans les priorités annoncées du gouvernement de transition. Lorsque j'ai écouté son Excellence le Premier ministre sur son discours de politique générale, la justice, la sécurité, la gouvernance sont venus en premier. Donc, je crois que c'est reconnu par les gouvernants. Maintenant, c'est l'application, comme vous le dites, mais il faut simplement avoir un système de sécurité. C'est ça aussi. Il faut avoir un système de maillage des villes, en termes de police, en termes de gendarmerie, pour l'insécurité, on voit les braquages et autres. Par exemple, tout ça effraie les investisseurs déjà. Donc, assurer l'ordre. Maintenant, les problèmes pressants que je vois, moi, c'est la sécurité alimentaire. 40% des agriculteurs n'arrivent pas à se nourrir de leur production. Il y a des périodes de suture, il faut résoudre ce problème-là. Alors, faut-il passer à l'agrobusiness? Une solution, certes, mais pas peut-être la panacée. Il faut réfléchir à comment le faire. Moi, ma vision, elle est très simple. Peut-être notre secteur agricole n'est pas tout à fait productif. On ne peut pas comprendre qu'un agriculteur thaïlandais produit 100 fois ce qu'un agriculteur burkinabé le fait, en termes de riz, par exemple. Là, il faut remettre les choses en proportion. Les Burkinabés, à un moment donné, se sont focalisés sur le coton. On a vu l'or aussi qui est arrivé, finalement. Est-ce que ces 2 ressources naturelles n'ont pas dérouté éventuellement la culture des céréales et tout ça? Ayons une vision pragmatique de tout ça. Le Burkina Faso est dans un monde globalisé ouvert. Si on n'est pas productif, c'est ce que les économistes disent, on n'a pas d'avantage comparatif. Pourquoi ne pas produire là où on a un avantage comparatif? Croire au marché, avoir les revenus qu'il faut pour importer. Quoi qu'on dise, le Burkina Faso a formidablement brillé avec le coton. Et ça a permis de développer certains producteurs, n'est-ce pas? Maintenant, effectivement... Des producteurs, vous l'avez bien dit, hein, ça a permis de développer des producteurs, mais pas vraiment, on peut les compter au bout des doigts. Tout à fait, c'est le problème d'inclusivité qu'on disait. Pourquoi tout le monde ne peut pas y aller? Quoi qu'on dise, même si le secteur agricole occupe la majorité de la population, il faut reconnaître qu'il y a des problèmes de productivité. On voit les exploitations familiales. Sont-elles toutes productives? Tout le monde doit-il faire l'agriculture? Il faut avoir une politique un peu séquencée. Et c'est ça qui manque peut-être au Burkina Faso. L'agro-business, certes, mais pas l'agro-business pour spolier les pauvres paysans de leur terre. Mais moi, je crois qu'il y a du chômage, c'est un terme technique, déguisé dans le milieu agricole, qu'il faudrait le canaliser. Je ne crois pas, là je donne une vision personnelle, du tout au développement du Burkina Faso par l'agriculture. Lorsqu'on regarde les chiffres, même c'est le secteur tertiaire qui contribue, comme je l'ai dit. Vu notre carrefour, vu notre enclavement, et notre position dans le carrefour régional, vu notre enclavement, vu les matières premières qu'on n'en a pas assez, nous ne sommes pas la Côte d'Ivoire. Il faudrait passer à l'économie de services, à l'économie d'infrastructure. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au Nigeria, qui veut aller au Sénégal,
doivent se dire, on passe par le Burkina Faso. Impérativement. Mais pour y arriver, il faut avoir des routes qui sont à la hauteur de nos attentes. On continue toujours avec vos propositions dans ce sens-là. Donc, l'infrastructure est très importante pour moi. Et c'est ça, les routes. Et là, quand on lit les médias actuellement, on voit les nids de poules. Mais les nids de poules, j'avoue que je vous coupe la parole tout de suite, mais juste pour donner cette précision, moi je viens de rentrer d'Égypte. Quand je vois les routes qui sont en Égypte et que je viens au Burkina Faso, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fabrique chez nous? C'est ciel et terre pratiquement. Exact, mais ça aussi c'est très burkinabé de minorer ce qu'on a fait. Je trouve qu'il y a des efforts, c'est vrai, des efforts sont faits, mais le réalisme veut qu'on dise quand même qu'il y a beaucoup de routes qui sont mal faites au Burkina Faso. Le problème au Burkina Faso de réseau routier, c'est peut-être l'entretien. Il y a eu une expansion phénoménale de la ville, il y a eu des bitumages de voies, mais malheureusement, l'entretien ne suit pas. Quand on le voit ailleurs, chaque 2 ans, la taxe payée par puisqu'on paye toutes ces taxes routières, elle est réinvestie pour le maintien des voies. Pourquoi cela n'est-il pas fait au niveau du Burkina Faso? Ou certes c'est fait, pourquoi est-il insuffisant? Ne payons-nous pas accès? Trouvons des moyens pour maintenir nos voies. Et la plupart, il faut remettre les choses dans sa proportion. Toutes ces routes sont peut-être financées par l'extérieur. Sur ressources domestiques et ressources intérieures propres qu'avons-nous. Donc quand l'extérieur nous donne les sous pour le faire, y a-t-il un suivi de maintien de ça? Donc c'est ça le problème. Les infrastructures, mais l'aéroport de Dancin par exemple nous permettra d'être peut-être un hub régional. Il faut y penser. Et le dernier élément que je voudrais mettre sur la table en termes de besoins pressants à résoudre, c'est les problèmes d'énergie et d'eau. Ce sont les besoins qu'on mentionne depuis les indépendances. Mais c'est la réalité. Et c'est pour ça que je ne crois pas à une industrialisation du Burkina Faso. Quand il n'y a pas d'énergie moins chère, comment voulez-vous être compétitif en termes d'industriel? Et malheureusement, les solutions sont là, mais peut-être pas compétitives. Il y a le solaire, il y a l'interconnexion dont on parle. Donc il faudrait... Mais l'interconnexion a montré ses limites. Ça, il faut le dire aussi. Alors, on est interconnecté à un seul pays pour le moment. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Mais on nous avait fait croire en son temps au Burkina qu'avec la Côte d'Ivoire, c'est fini pour le délestage. Mais la Côte d'Ivoire aussi a ses besoins de développement. La Côte d'Ivoire aussi grandit. On parle du Ghana, alors qu'on sait que le Ghana aussi déleste souvent. C'est ça les limites de l'interconnexion lorsqu'on dépend de son voisin. Et on a un adage ici au Burkina ou même africain qui dit qui dort sur la natte du voisin dort par terre, n'est-ce pas? Donc c'est une solution, mais pas une solution définitive. Mais le problème fondamental de notre énergie, c'est peut-être l'investissement. A-t-on investi depuis pour remettre à niveau? La population croit les villes grandissent. A-t-on suivi? Donc c'est ça qui est le problème fondamental. Et en même temps, il y a le problème de dette croisée entre Sonabi et puis Sonabel. Donc il y a ce problème-là. Si on dépend totalement du fiolet qu'on ne paye pas les factures, alors comment fait-on? Et en même temps, si les subventions que nous faisons ne sont pas payées, comment fait-on? Donc c'est véritablement toute une politique globale à avoir. Je crois que les gouvernants y pensent déjà. Et j'ai vu passer les documents d'énergie et de stratégie d'énergie. Tous ces éléments qu'on a mentionnés y sont. Et c'est maintenant les mettre en œuvre. C'est les mettre en œuvre. Alors, est-ce qu'il faut, à la lumière de tout ce que vous avez énuméré comme point, un plan Marshall pour le Burkina, finalement? Parce que il faut être assez réaliste. Il y a des réformes éventuellement que les nouveaux dirigeants vont vouloir entreprendre. Mais ce n'est pas évident que toute la population puisse les accepter, puisqu'on a cette tendance à tout de suite descendre dans la rue quand on n'est pas d'accord. Oui, plan Marshall, je ne dirais pas, parce que ça fait toujours appel à l'aide massive extérieure. Non, plan Marshall, c'est juste quand même pour utiliser cette idée qui a permis de développer certains pays. Tout à fait. Moi, je dirais plus une thérapie de choc. Un plan burkinabé peut-être, ou bien, allez-y. Une thérapie de choc. Voilà, thérapie de choc donc pour le Burkina, oui. Il faudrait peut-être qu'on accepte certains sacrifices au niveau du Burkina pour remettre le pays sur les rails. Et c'est ce qui est important pour nous. Par exemple, au niveau du pacte social, vous avez bien mentionné toute politique nouvelle qui est annoncée, il y a de la réticence. Mais en même temps, il faut avoir un pacte social. Pourquoi il n'y a pas de dialogue? Il y a certes, mais il faut que les syndicats ou les travailleurs aussi acceptent que on doit avancer. Et toute politique qui avance doit faire quand même certains sacrifices. Donc je suis d'accord avec vous qu'il faut un plan Marshall, il faut une vision, il faut sortir des politiques traditionnelles. On a jusque-là on n'a parlé que d'éducation, santé, mais il faut aller... Mais ce sont les secteurs prioritaires. Prioritaires certes, mais en même temps, on ne peut pas faire une seule chose à faire. Il faut faire plusieurs. Bon, c'est pas parce que les autres ont mis 50 ans pour bondir qu'il faut qu'on mette 50 ans. Donc, il faut sortir des carcans déjà préétablis. Par exemple, attirer les investissements extérieurs, mettre des pôles de croissance et aller chercher les ressources où il faut. Le Burkina Faso aujourd'hui, le tiers du budget de l'État, c'est l'aide extérieure.
L'argent existe ailleurs, pourquoi ne le mettons pas à les partenariats publics-privés, pourquoi ne prenons pas avantage à ce niveau-là? Donc la Côte d'Ivoire a montré que c'est possible, le Rwanda a montré que c'est possible, donc nous pouvons. On peut s'endetter, je crois qu'il y a toujours des marges de manœuvre à ce niveau, tout en faisant attention à la dette, à la critère de soutenabilité. Mais il faut être un peu audacieux et un peu parler aux bailleurs de fonds et aux partenaires. L'invité de l'émission Les Grandes Questions, Sampawende Jules Armand Tapsoba, qui est avec nous, le docteur Sampawende, qui est au niveau du Fonds monétaire international. Alors, docteur Tapsoba, dites-moi, je veux qu'on fasse à présent une escale sur le cas du secteur informel. Alors, vous savez que le secteur informel joue également un rôle déterminant. Au Burkina Faso, on dit, quand vous échouez à l'école, quand vous n'êtes pas allé loin à l'école, quand vous entrez, c'est l'exode rural encore, on en reparle. Quelqu'un quitte le village, il arrive en ville quand il n'a pas d'activité. La première porte de sortie qu'on lui propose systématiquement, eh bien, c'est le secteur informel. Faut-il aujourd'hui revoir même le fonctionnement du secteur informel au Burkina Faso quand on sait que l'économie est tellement dépendante du secteur informel que en 2011, peut-être que vous n'étiez pas là, mais vous avez vu les mutineries quand le secteur informel a été profondément touché. Le pays était économiquement dans des difficultés. Merci. Je crois que le secteur informel est l'épine dorsale de notre économie quand même, il faut le dire. La majorité de notre économie est informelle. Maintenant, comment repenser le secteur informel? Il faut la formaliser. Pourquoi il est avantageux pour un individu d'être dans le secteur informel? C'est la question qu'il faut se poser, c'est la question fondamentale. Ça veut dire que notre système fiscal, notre système de dépenses publiques au niveau du gouvernement, puisque tout cela, ça retombe sur le gouvernement, n'est pas aussi avantageuse pour être dans le système formel. Peut-être que, je donne des pistes ici, hein. Le système de taxation, taxe-t-on trop le système formel par rapport au système informel? Ou faut-il sévir pour que le système formel, l'économie souterraine sorte du bois? Donc il y a ces éléments-là qu'il faut penser. Aussi, pourquoi les gens évitent? Parce que lorsqu'on dit informel, c'est qu'on ne paye pas d'impôts. Lorsqu'on n'est pas essentiel. Oui, mais le secteur informel, ils vous diront qu'ils payent bien les impôts. Hein? Ils vous le disent. Quelques patentes par-ci, par-là. Mais les gros contributeurs au niveau de l'administration publique. Donc vous trouvez que c'est insuffisant aujourd'hui quand on fait le point par rapport à ce qui est payé au niveau du secteur informel? Oui, je suis désolé de le dire. Lorsqu'on regarde les chiffres au niveau macroéconomique, les recettes de l'État qu'on collecte ne sont pas insuffisantes pour une politique de développement. Il faut aller un peu plus. Donc, il faut formaliser et toucher ce secteur-là. Et nous le savons ici, comme tous ceux qui sont burkinabés, c'est que le gros informel, souvent, c'est les plus gros contributeurs possibles. Mais il y a des évasions. Donc, il y a ce niveau-là. Donc, on revient encore au problème de gouvernance institutionnelle qu'il faut remettre. Il faut encore élargir la base, fermer toutes les exemptions non dites et qui paient les impôts. Et l'autre chose que je veux mentionner, tout le temps, on va du côté de la recette, mais il faut voir le côté de dépenses. Lorsque l'individu sait à quoi sert son impôt, et évidemment, on verra, je paierai mes impôts. On prend simplement la taxe d'habitation ici. Beaucoup ne la payent pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de voirie dans certains quartiers. Beaucoup me disent non, je ne paye pas. Qu'est-ce que la mairie fait pour moi? Oui, mais il y a des économistes qui nous ont dit effectivement qu'on perd beaucoup d'argent parce qu'il n'y a pas de contrat de bail. À certains niveaux, vous savez que les locations à Ouagadougou, c'est du jour au lendemain que les prix flambent. Malheureusement, il n'y a pas de paiement d'impôts, alors qu'en temps normal, ça pourrait rapporter gros à l'économie nationale. C'est le défi qu'on a. Moi, je rêve du jour où l'État fonctionnera peut-être comme une famille. C'est-à-dire chaque matin, on sait ce qu'il y a dans la caisse et ce qu'on doit dépenser. Et les gens verront souvent que les gouvernements n'ont pas beaucoup de marge. Est-ce que ce n'est pas un grand rêve que vous êtes en train de... Non, pas du tout, parce qu'il faut que les gens comprennent, il faut qu'il y ait de la transparence, il faut que les communications de l'administration publique et les administrés, il faut dire voilà ce qu'on a, ce qu'on peut faire. Mais lorsqu'on paie de l'impôt et qu'on voit que certaines voiries sont faites, certains provisions fondamentaux sont satisfaits, les autres vont payer, on le voit ailleurs dans d'autres pays, où c'est un réflexe même de payer l'impôt, parce qu'on sait que sans ça, l'État ne vit pas. Mais nous, on a une autre dynamique. On veut tout profiter de l'État, mais on ne veut pas payer l'impôt. Prenons le cas simplement du bitumage des voies. Lorsqu'on bitume une voie, tout le monde est content, parce que les valeurs des parcelles, on peut louer des petites boutiques et autres, mais que paie-t-on à l'État pour ça? Que paie-t-on à l'État pour ça? C'est ça la grande question. Faudrait, ce que je dis, une gouvernance institutionnelle, civile, c'est une d'éducation, c'est tout un tout, c'est une communication. Donc je pense qu'on a une chance formidable avec ce Donc il y a urgence pour un retour sur investissement au Burkina Faso, parce que le gouvernement fait l'effort d'investir, mais dans le fond, le citoyen trouve que c'est un droit élémentaire que de lui offrir le bitume cadeau. Tout à fait, et peut-être que l'investissement n'est pas suffisant, et aussi peut-être que certains postes de l'État sont
mal dépensé, comme on l'avait dit, puisqu'on a eu besoin de mesures d'austérité, c'est qu'il y a des gaspillages aussi. Il faudrait donner, je crois qu'il faut donner un certain sens des élites ici. C'est-à-dire, lorsqu'on est élite et qu'on montre qu'on dépense bien l'argent collecté, je crois que ça devrait suivre. Mais l'exemple vient d'en haut, comme on dit. Le poisson pourrit par la tête toujours. Et parlons toujours, vous avez dit, ça c'est un bel exemple, on le dira sans doute, parce que quand il n'y a pas de bitume, les maisons coûtent nettement moins cher. Quand il y a le bitume, il y a l'électricité, il y a l'eau. Quand c'est viabilisé, en fait, ça regroupe tous ces mots-là. Systématiquement, si on vous demandait de payer par exemple la location à 10 000, 20 000, on ramène tout de suite à 30 40 000. Tout à fait. Alors que le bailleur, il ne paye même pas à l'État burkinabé un centime. Voilà le problème où nous en sommes. Comment formaliser ce secteur-là? Pourquoi ne pas mettre en place des mesures pour que toute personne qui profite des services de l'État paye? On trouvera des ressources pour se développer. Faut-il avoir, je vous pose cette question qui fait l'objet également de débats à tous les niveaux, faut-il avoir éventuellement à l'avenir ou faut-il y penser un impôt sur la fortune au Burkina? Alors, il faut d'abord savoir combien de fortune on a. Non, quand je dis fortune, je n'exagère pas. Quelqu'un au Burkina Faso qui a déjà 1 million dans son compte bancaire, peut-être qu'on peut prélever quelque chose. Alors, pourquoi toute cette dynamique de prélever ceux qui en ont et ne pas élargir la base? Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de discrimination à ce niveau. On se bat toujours pour ça. Il faut éviter les discriminations. C'est vrai que les gros contributeurs paieront proportionnellement. Si c'est une taxe pour un certain taux pour tout le monde, évidemment, celui qui touche 1 million paiera plus et celui qui touche 50 000 paiera moins. Mais il faut être un peu équitable à ce niveau. Plutôt, moi, je suis plus pour l'élargissement de la base fiscale que identifier certains individus et taper fort. Ça, c'est pas une politique soutenable. Parce que en France, on l'a fait, on a vu. Là, la France est à un autre niveau. La France est à un autre niveau. Ils ont déjà une base fiscale assez importante. Mais est-ce que c'est admissible d'avoir un pays au Burkina Faso où on n'a pas d'impôt sur la fortune? Est-ce que cette idée même peut être géniale par rapport aux recettes de l'État par an, par exemple? Non, tout impôt dépend du coût de l'impôt et des recettes qu'on a. Mettez cela en place avec les structures administratives qu'on a, peut-être qu'il y aura fuite des capitaux. On est dans une union monétaire, il faut se le rappeler. Si vous mettez cela, et est-ce que nos mesures communautaires nous permettent de le mettre en œuvre? Vous faites de la compétition ou la décompétition fiscale, si je peux me permettre de le dire, et vous perdrez des fortunes. Un Burkinabé peut s'installer au Nigeria, un Burkinabé peut s'installer en Côte d'Ivoire. Que faites-vous comme ça? Donc il faut être un peu mesuré dans tout ce qu'on fait comme politique fiscale. Il faut voir les externalités qu'on a dans ce domaine-là. Pour moi, vraiment, je reviens là-dessus. Pas besoin d'identifier certains types d'impôts nouveaux parce que la TVA est là. On a un système d'impôts assez fort, assez bien reconnu. Il faut élargir la base fiscale et réduire les exemptions. C'est la première étape. Une fois qu'on aura la base fiscale de la France, le même niveau, qui a mis plus de temps pour se construire, certes, on peut penser à ces problèmes d'idéologie où il faut identifier certains riches et les taxer. C'est ça le gros problème que je... Alors, pour le commun des mortels, faut-il qu'on ait des dirigeants, ça va au-delà de 2015, même 2020, 2025, 2030 au Burkina Faso, des dirigeants qui feront de la lutte contre la corruption et la malgouvernance leur priorité majeure pour qu'on puisse véritablement parler de développement pour le Burkina? Tout à fait. Je pense que c'est la meilleure des priorités. La gouvernance institutionnelle dans laquelle j'englobe corruption, civisme et autres. Mais la corruption, c'est un problème. Lorsque vous avez un pays comme le Burkina Faso, on n'a pas assez de ressources. Le peu de ressources qu'il y a n'arrive pas. Et à tous les niveaux, il y a de la corruption endémique. Il faut se poser la question. Il faut résoudre cela. Et je crois que c'est un devoir de l'élite de stopper cela. Et l'idée, effectivement, c'est que la génération qui va prendre, ou le régime qui prendra le pouvoir, en fasse leur cheval de bataille. Et en ce sens que il faut peut-être mettre les hommes qu'il faut, les hommes qui n'ont pas besoin d'un certain matériel. Quoi qu'on dise, le niveau de salaire aussi n'est pas très élevé au Burkina. Alors, quand je suis à un niveau de salaire assez faible et que je vois des grosses sommes passer, ça pose des questions. Donc, peut-être qu'il faut une politique même de salaire qui n'est pas tant l'augmentation du salaire, mais il y a des mesures d'accompagnement. Qu'est-ce que le Burkinabé a besoin aujourd'hui? Logement, et mettre ses enfants à l'école. Pourquoi ne pas penser à des mesures comme ça pour le fonctionnaire, les hauts cadres de l'administration? Pourquoi ne pas faire appel à certaines diasporas qui ont réussi? La Côte d'Ivoire l'a montré qu'on peut faire revenir la diaspora. Et je peux partager ici cette information que tout le monde peut-être sait, c'est qu'on a une diaspora formidable. On a le nombre qu'il faut, on a la qualité qu'il faut. Pour les fonctionnaires, vous l'avez dit, même cette élite-là, on pense que la solution a toujours été de donner 4% d'augmentation de salaire, 5%. Vous pensez que ce n'est pas la solution finalement? Non, le niveau n'est pas là. C'est parce que l'État, comme je vous l'ai dit, 40% déjà de ma salaire, on ne peut pas continuer comme ça.
Il faut mettre de l'ordre un peu dans ça. Les syndicats ne seront pas d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, mais moi je suis là pour produire une analyse. Je suis en train de vous dire quelque chose que je pense théorique, mais effectivement, comme je vous le dis, il y a la théorie, il y a la pratique. Effectivement, ça je laisse ce débat aux syndicats, au gouvernement, mais moi je donne ici des pistes de réflexion. Quand je vois les chiffres qu'il y a 40% de la masse salariale, de nos recettes qui vont à la masse salariale, et en même temps, je ne pense pas que le Burkina Faso a besoin d'augmentation de salaire, plus que ça. On a besoin de mesures d'accompagnement. Comme je dis, il y a des politiques en nature qui peuvent accompagner. Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? On a besoin de logement, on a besoin de mettre ses enfants à l'école, on a besoin d'une couverture sanitaire. Donc il y a toutes ces mesures que le gouvernement pourrait offrir sans pour autant augmenter les salaires. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors vous avez parlé tout à l'heure de l'exemple des pays asiatiques. Tout le monde prend la Chine comme une référence, mais la Chine, ce n'est pas non plus cette démocratie où on appelle régulièrement les uns et les autres aux urnes. Mais il y a une alternance tout de même qui se fait chaque 10 années. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que l'exemple chinois peut être réadapté à un pays comme le Burkina Faso? Alors, je me méfie du copier-coller en termes d'institutions, en termes de... Toute institution doit être endogène. Le Burkina Faso est en train de créer sa voie. Kizerbo avait parlé de ces développements endogènes. Ah oui, malheureusement, il n'a pas été très suivi. Il a été peu écouté. Thomas Sankara a fait ce qu'on a pu voir. On disait, consommons burkinabé. L'autre nouvelle, c'est que tout le monde se met aujourd'hui dans des costumes... je dirais, ou encore le Faso d'Amfani qui revient en force. Voilà. Effectivement, il y a tout un problème de développement endogène. Et il faut être d'abord fier de sa culture, fier de ce qu'on a. Et c'est de là qu'on construit et le développement. C'est ce que les Asiatiques ont fait. Je ne pense pas qu'ils se sont mis à porter des vêtements européens de prime abord. Alors, donc je pense que ce que la Chine a fait réaliser n'est peut-être pas la solution pour nous. Il faut penser à des pistes endogènes. Certes, il faut l'ordre. Il y a des principes de base qu'il faut dans une démocratie. Il y a de l'ordre et il y a le civisme et l'amour de la patrie pour mettre en œuvre les politiques qu'il faut. On ne peut pas gérer 1 milliard d'habitants comme on gère 20 millions. Donc, imaginez la Chine en démocratie du jour au lendemain. Il faut peut-être une gradation à ce niveau. L'invité de l'émission Les Grandes Questions ce week-end est le docteur Sampawende Jules Armand Tapsoba, économiste au Fonds monétaire international, jeune burkinabé qui est de passage à Ouagadougou, avec qui nous échangeons sur les grandes préoccupations économiques. Alors, parlons à présent des programmes politiques. Est-ce que vous avez eu à suivre un peu les acteurs politiques sur ce qu'ils proposent? Vous pensez que les politiciens sont en phase sur les questions économiques avec les besoins réels des populations? Évidemment, en tant que Burkinabé, je suis ce qui se passe dans mon pays et tous les jours. Mais il y en a qui disent, par exemple, je vais sortir le Burkina Faso de la misère en 1 mois. D'autres disent, je vais mobiliser tout de suite 1000 milliards de francs CFA en 3 ou 4 mois. Est-ce que vous pensez que souvent, c'est vrai que la politique rime avec la démagogie, mais il faut faire tout de même attention avec cette démagogie-là? Faisons attention aux déclarations de pré-campagne. Je crois qu'aucun parti n'a mis sur la table d'avoir un document économique pour le moment. Donc il est un peu... Et pourtant, ils vous diront qu'ils ont des économistes chevronnés qui travaillent pour eux. J'ose bien les croire. En tout cas, je n'en fais pas partie pour ceux qui travaillent pour eux. Mais j'ose bien les croire. Vous êtes à l'échelle d'un petit marché à ce niveau. Ne sait-on jamais. Non, je pense pas. J'en ai assez déjà avec le FMI. Alors, donc je pense que lorsque les programmes économiques seront sur la table, on pourra juger, mais on ne sortira pas du carnaval dont on a échangé ici. C'est-à-dire on sait tous ce dont le Burkina Faso a besoin. C'est le secteur, les besoins fondamentaux de développement dont on a parlé, secteurs sociaux, infrastructures, développement. Mais en même temps, je comprends qu'il faut qu'on propose des solutions nouvelles. Et des politiques qui sortent de l'ordinaire, des politiques d'endettement, pas forcément une apologie de l'endettement, mais l'endettement sain aussi peut nous aider. Alors, on a l'impression souvent quand on vous écoute, vous êtes un spécialiste, un économiste qui s'y connaît en matière de développement et tout ça, on a l'impression qu'il faut avoir tout simplement de la poigne pour diriger un pays pauvre et avoir plus de volonté et de détermination. Alors, ça dépend de ce qu'on met dans le point. Moi, je ne pense pas que c'est plus de la répression, mais c'est simplement avec des principes. Comme l'a montré l'histoire, tous les États qui ont pu s'en sortir à un moment donné de la trappe à pauvreté, c'est qu'il y a eu l'ordre. Il y a eu un régime bénévolent. On ne peut pas non plus faire l'ordre sans justement casser les œufs, comme on dit. Ça, je laisse cette question aux sécuritaires. Mais moi, en tant qu'économiste de développement, ce que je vois, c'est qu'un pays qui marche, ce soit un pays qui a de l'ordre. Un économiste peut avoir ses principes, mais si ces principes ne sont pas respectés, mais finalement, on ne sait pas ce que cela peut donner comme résultat final. Tout à fait, c'est ce qui fait la complémentarité entre les différentes disciplines. Je pense que, par exemple, au gouvernement, on a des gens qui s'occupent de la sécurité, d'autres qui s'occupent de l'écononomie. Et nous, on pose comme préalable l'ordre, effectivement, une économie bien gérée. Mais, comme vous l'avez dit, la détermination, c'est clé. C'est l'élément. On a beau avoir, quel que soit le système politique qu'on a,
il faut avoir un régime qui pense à son peuple, à partager les fruits de la croissance, à mener tout le monde dans le même train. Parlons à présent, on reste toujours peut-être dans cette dynamique-là. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ordre et tout ça. Mais quand on prend un pays avec des acteurs politiques, je fais encore référence à ces messieurs qui veulent le pouvoir d'État. Il y en a qui vont vous dire nous sommes de la social-démocratie, nous sommes des communistes, nous sommes des progressistes. Est-ce que la question du développement du Burkina Faso est une question d'idéologie ou encore de volonté plutôt simplement? Oui, à ce niveau, je discute également avec certains camarades ici. Et je crois que le débat revient régulièrement. Le débat revient et les économies sont partagées. Et je crois que beaucoup aussi croient à l'idéologie, mais moi je suis de ceux qui ne croient pas à l'idéologie. On est dans un monde moderne, on est dans un monde ouvert, c'est le pragmatisme. Social-démocratie, communisme, libéral. Néolibéral ou libéral, bref. Ce sont des mots. Mais certes, il y a un comportement qui suit, mais Burkina Faso n'a pas besoin d'idéologie, mais plus de certains principes fondamentaux, comme on l'a dit. Résolvez des besoins pressants et le pays se mettra sur les rails. Donc l'idéologie, pour moi, ne tient pas la route. L'idéologie ne tient pas la route, ce sont les propos du docteur Sampaouende Jules Arma Tapsoba. Certainement que cette vision des choses ne sera pas forcément partagée par les acteurs politiques qui y tiennent. Tout à fait, je l'espère bien, c'est un débat éternel. Et je crois évidemment que on ne jette pas, j'espère pas pour jeter l'opprobre sur l'idéologie, mais pour moi, on a besoin plus de pragmatisme, je le dirais en ces termes-là, que d'idéologie. Essayons de combiner tout ce qu'il y a de meilleur dans tous les systèmes. Alors, je sais que vous êtes très optimiste, très positif. Selon vous, quelles sont les perspectives économiques d'un pays comme le nôtre? Burkina Faso, économie à potentiel, économie à handicap structurel, mais pays formidable. On a tout ce qu'il faut pour se développer. C'est une question de détermination, comme vous l'avez mentionné. C'est une question de mise à profit de la qualité qu'on a, les hommes, du carrefour géographique qu'on a, et aussi de voir ce qu'on a comme avantage comparatif. Et je pense que c'est le service. L'agriculture, certes, c'est bien. Il faut se développer, c'est une étape de développement. Mais vu les contraintes structurelles, les contraintes climatiques qu'on a, moi, je ne crois pas du tout à l'agriculture et à l'industrie. Donc, je crois plutôt au tertiaire. Au miracle burkinabé. Le miracle burkinabé en marche, et je crois qu'on le verra à notre époque. On l'espère bien. En tout cas, je voudrais vous poser une question. Vous avez dit tout à l'heure, c'est vous qui l'avez dit en introduction pour ceux qui ont suivi le début de cette émission. Vous avez dit que vous avez eu à travailler pour le Trésor français. C'est bien cela? Alors, le franc CFA fait l'objet de tous les débats aujourd'hui. Faut-il quitter le franc CFA pour un pays comme le Burkina? Alors, je fais face à cette question régulièrement puisque mon doctorat de thèse est un peu sur ça, sur les problématiques d'union monétaire et de rattachement à la France. Et effectivement, nous avons été dans le bureau africain du Trésor français qui a couvert cette question. Alors, la réponse toute simple, c'est qu'il faut d'abord se poser la question des avantages et des inconvénients dans cette zone. Alors, qu'est-ce qu'on a comme avantage? On a une monnaie stable. On parle du prolongement de la France-Afrique avec le franc CFA. Il faut dépassionner le débat et voir la réalité. Sommes-nous prêts à quitter la zone franc actuellement? Avons-nous les moyens? Avons-nous les institutions prêtes pour cela? Alors, je me souviens quand on était un peu plus jeune, le Ghana a géré sa monnaie. Aujourd'hui, le Ghana, ça va en termes de gestion de monnaie. Sommes-nous capables de faire la même chose? Avons-nous les élites? Mais beaucoup de pays ont leur monnaie. Beaucoup de pays ont leur monnaie, mais beaucoup de pays n'ont pas leur monnaie. Donc, il faut voir les choses. On parle aujourd'hui d'une monnaie unique dans la zone CEDEAO. Est-ce peut-être l'alternative? Alors, croyez-vous que 15 pays africains peuvent coopérer de façon stable? Ce n'est pas pour donner l'apologie de l'hégémon français dans ce domaine-là, mais de ce que je vois déjà dans nos principes de coopération au niveau local, sommes-nous prêts à cotiser? Sommes-nous prêts à suivre un leader régional comme le Nigeria ou la Côte d'Ivoire avec les principes d'ordre qu'il faut? Et donc c'est tout ça aussi, il faut préparer. Il n'y a pas d'idéologie à mon niveau, c'est une question politique avant tout. Si les 14 pays veulent partir, qu'ils partent, mais qu'on s'assure qu'on a les conditions qu'il faut. Mais aussi il faut dépassionner le débat et ne pas simplement faire de la passion. Donc pour vous, le franc CFA ne pose problème? Pas problème en fait. Il y a beaucoup plus fondamental que cela. Ce n'est pas la monnaie qui nous fait les problèmes d'éducation, ce n'est pas la monnaie qui nous fait les problèmes de santé. Il y a un problème de gouvernance, c'est beaucoup plus fondamental que ça. Une des conclusions de mon doctorat qui s'intéressait à ces questions-là, c'est que les monnaies communes, c'est bien, mais on a des problèmes plus fondamentaux de développement qu'il faudrait s'y focaliser. Le débat se poursuivra sans doute. En tout cas, Dr Sampaouende Jules Arma Tapsoba, on vous dira merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Waga FM. Une heure d'échange, je le dirais, pour apporter un plus aux populations en termes de connaissances sur les questions économiques. J'espère vous recevoir un de ces jours, quand vous serez de passage ou encore si on aura l'occasion de passer du côté des États-Unis, pour encore davantage échanger après les élections. On espère que le Burkina aura eu un président à la hauteur de nos attentes à tous.
on est tous des Burkinabés, on est tous préoccupés par le devenir de ce pays. En tout cas, merci à vous. Merci Ismaël Ouedraogo de m'avoir donné cette opportunité pour échanger avec mes compatriotes. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. L'émission Les Grandes Questions qui s'achève. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Waga FM. Les Grandes Questions. Les événements défilent et certains éléments nous échappent. Pour ne rien rater du fil de l'actualité dans les plus fins détails, les Grandes Questions. L'actualité politique, économique, sociale et culturelle. Décryptage tous les samedis à 9h sur Waga FM. Les Grandes Questions pour une meilleure compréhension de l'actualité.